Voilà, je tiens à vous présenter donc, le professeur Vincent Vidal, qui est donc professeur universitaire à l'Université Aix-Marseille. Il est professeur hospitalier donc, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille également, chef de service du service de radiologie. Voilà, qui aujourd'hui a accepté de venir nous faire une présentation pour vous présenter la radiologie interventionnelle. Donc, Vincent dirige aussi un laboratoire de recherche, le laboratoire d'imagerie donc interventionnelle expérimentale. Donc, il mène des projets de recherche pour faire évoluer la science. Et en 2020, fin 2019, il a eu une excellente idée d'une technique d'embolisation qui coûte peu cher, qui est facile à diffuser un peu partout dans le monde, donc à des buts de faire accéder l'imagerie pour tous. Et ça a mené jusqu'aux missions spatiales, donc il va vous raconter cette histoire, sachant que ça peut, les recherches qu'il va mener donc au niveau de la mission spatiale va aussi avoir un impact sur nos vies à nous et peut nous apporter même dans notre monde à nous. Je te laisse la place. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je vais commencer par une évidence. La médecine, elle n'est pas répartie de façon équitable sur la planète. Ça, tout le monde le sait, vous êtes d'accord avec ça? Il y a environ 100 000 femmes qui meurent chaque année d'une hémorragie de la délivrance. Donc l'hémorragie de la délivrance, c'est l'hémorragie après l'accouchement, parce que l'utérus ne se contracte pas. Ces 100 000 femmes, il y en a 99% qui meurent dans les pays émergents, à peu près. Et puis, dans les pays émergents, il meurt aussi d'autres choses. On peut mourir d'hémorragie, hémorragie d'accident de la route, hémorragie d'anévrisme. Mais on peut mourir aussi de choses encore beaucoup plus simples. Par exemple, on peut mourir d'une colique néphrétique. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'une colique néphrétique. C'est quand un calcul se bloque entre le rein et la vessie. Si vous faites, si le calcul n'est pas enlevé, si jamais vous n'arrivez pas à l'éliminer vous-même, vous faites une infection, qu'on n'a pas les bons antibiotiques, on ne peut pas dériver les urines, vous avez des grandes chances de faire une septicémie, d'en mourir. Donc on peut en mourir. Et quand on parle des missions interplanétaires, des missions martiennes notamment, on parle d'engagement humain très important, d'engagement financier, c'est des centaines de milliards. Ça paraît très bizarre de vous dire qu'un astronaute est mort au bout de 12 mois parce qu'il a fait une colique néphrétique, ça ne paraît pas très cohérent. Pourtant, c'est une très grande cohérence. Alors, c'est quoi le rapport entre l'astronaute qui meurt en revenant de Mars et puis les femmes qui meurent d'hémorragie de la délivrance dans les pays émergents? C'est la radiologie interventionnelle. La radiologie interventionnelle, c'est quelque chose de très particulier, qui est très mal connu. Pourtant, c'est la spécialité la plus choisie aux États-Unis. C'est quelque chose qui est en très gros développement et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, c'est un schéma très, très large qui explique, vous voyez qu'on a, on a au milieu un praticien, un médecin, puis on a plein de choses autour. Ce médecin, là, on dirait un chirurgien, il est habillé comme un chirurgien, et c'est un peu notre problème en fait, c'est qu'on nous prend toujours pour des chirurgiens, mais on n'est pas des chirurgiens. Pourtant, on travaille avec nos mains, on travaille dans vos corps, mais on n'est pas des chirurgiens. Et on va voir qu'il y a beaucoup en fait d'appareils d'imagerie, et puis il y a des écrans, et puis on va s'occuper de gens très différents. Il y a des jeunes, des gens âgés, il y a des problèmes de cerveau, des problèmes de reins, des problèmes de pieds, des problèmes de... Ce qui est compliqué parce que quand vous allez chez le cardiologue, vous savez très bien qui c'est, il s'occupe de votre cœur. Nous, en fait, on s'occupe de tout, de cancer, de choses pas graves, de tous les organes, de tous les âges. Et en fait, ça c'est très difficile pour les gens de comprendre ça et de se dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait ce type-là? Il fait de la radiologie interventionnelle. Alors, une des premières choses qu'il faut bien comprendre, c'est que quand un chirurgien, il regarde dans votre corps, il regarde avec ses yeux, et puis il voit quelque chose. Il voit que ça saigne, il voit une tumeur, il voit. Quand un gastro-entérologue, il met un tuyau, un endoscope dans votre estomac, il y a une fibre optique, et il voit avec son œil, il voit quelque chose, voilà. Nous, on travaille sur des images. C'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer, on se promène dans les vaisseaux, mais on ne voit pas à l'intérieur des vaisseaux. On n'a pas une caméra qui regarde à l'intérieur des vaisseaux. On regarde des images, on va produire des images, et ces images, elles peuvent être en temps réel, donc en fait, on voit, mais on voit des images. C'est parce qu'on voit des images qu'on est des radiologues. C'est pour ça que les radiologues ont développé toutes ces techniques. C'est pour ça que ce n'est pas des chirurgiens. Voilà.
Alors, on va parler de quoi? On va parler de plein de choses. Vous voyez ça, par exemple, c'est une aiguille qu'on va mettre dans une tumeur. Alors, il faut repérer la tumeur, bien sûr, et puis une fois qu'on va la mettre dans la tumeur, on va pouvoir soit la congeler, soit la réchauffer pour la tuer, plutôt que d'inciser et d'enlever la tumeur. Vous voyez cette dame là qui est en train de se faire ponctionner un nodule de la thyroïde sous échographe. Juste avec l'échographe, comme ça on peut ponctionner, on peut drainer. Ici, vous avez un autre radiologue interventionnel qui est en train de rentrer, on va regarder ça, hein, dans un vaisseau. Puis si on rentre dans un vaisseau, on peut se promener dans tout le corps. Hein. Voilà. Si on rentre dans les voies urinaires, on peut se promener dans toutes les voies urinaires, pareil, dans tous les tuyaux en fait. Là, vous voyez un anévrisme, cette petite boule qui est sur l'artère qui va finir par grandir et par exploser. Plutôt que d'opérer, d'ouvrir, on va aller la remplir avec des petites spires en métal. On peut même aller dans les vertèbres, hein, on va ponctionner derrière, et puis quand il y a une vertèbre cassée pour l'ostéoporose, en fait, on fait ça, on met 2 aiguilles dedans, on remplit de ciment, et voilà. Et tout ça, c'est sous le contrôle de l'imagerie. Donc en fait, c'est très très vaste. Mais je vais vous donner des exemples, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors voilà notre bloc à Marseille, hein. Vous voyez, ça ressemble vraiment à un bloc, hein. La seule chose, c'est qu'il y a une prédominance d'écrans. On voit qu'il y a des grands écrans, hein. On a des grandes dalles hein, d'écrans, et on travaille beaucoup sur ces écrans. Donc vous voyez ici, le patient est allongé. On fait 70% de nos procédures sous anesthésie locale. Hein. Là, on a un appareil à rayons X, hein, donc c'est comme de la radio. Hein. Il y a des rayons X qui traversent le corps, et puis donc, il y a quelque chose qui va regarder l'image. Et puis, on peut faire tourner cet appareil autour de nous. Et si on injecte du produit de contraste, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà eu des scanners. Hein. Quand on injecte du produit de contraste, en fait, on voit les vaisseaux. Et on peut voir les vaisseaux. Donc voilà un petit peu l'ambiance de la salle de radiologie interventionnelle. La salle de radiologie interventionnelle avec les rayons X. Parce qu'on peut faire des gestes sous scanner, des gestes sous IRM, des gestes sous ultrasons. On va se focaliser un petit peu plus sur quelque chose qui est plus spécifique, qui est vraiment la salle de radiologie interventionnelle. Alors on va prendre un exemple. J'ai pris 2-3 exemples. Ça va peut-être parler à certains. La prostate. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la prostate, c'est un organe qui est là sous la vessie. Hein. Et en fait, avec l'âge, qu'est-ce qui passe? La prostate s'hypertrophie. Elle s'hypertrophie surtout au niveau de cette zone centrale. Et en fait, ça bloque l'urètre. Donc, en fait, on ne peut plus pisser. Ça peut être qu'un blocage complet. Ça peut être une irritation, se lever 5 fois la nuit. Messieurs, j'imagine que vous savez de quoi je parle. Mesdames aussi, parce que vous les réveillez toute la nuit à épicer et tout ça. Donc, tout ce que vous imaginez, c'est classique. C'est avant, on ouvrait le ventre, on enlevait l'adénome. Bon, ça, c'est fini quasiment. La plupart du temps, on passe par les voies naturelles et on va raboter en fait la prostate. Hein. On va enlever toute cette partie centrale pour laisser le passage. Donc, avec des lasers, avec des bistouris, avec tout ce que vous voulez, voilà. Nous, on a une optique complètement différente, mais complètement différente. Vous voyez, on va rentrer ici, par là. Alors là, le schéma, c'est une grosse incision, hein, mais c'est 1 mm. Hein. C'est-à-dire que ce n'est même pas une incision, on ne coupe pas. Hein. On met une aiguille, et je vous montrerai. Voilà. Et puis avec un tuyau, un petit cathéter, tout petit, on va monter, on va aller dans l'artère de la prostate ici. Vous voyez, la prostate, elle est là, ça c'est la vessie. Une fois qu'on est dans l'artère de la prostate, on va injecter du produit de contraste. Donc le patient il est allongé, et puis moi je vois ici tous les vaisseaux en fait. J'ai un mapping de tous les vaisseaux. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Vous voyez, on ne sort pas du bloc, hein. On reste stérile, on a tout sous la main. Et là on va faire défiler les images, et puis je vais regarder quels sont les vaisseaux qui vraiment irriguent la prostate. À partir de là, je suis aidé bien sûr par de l'intelligence artificielle, hein, qui va me permettre d'isoler le vaisseau. Donc là vous voyez bien le bassin, on voit la vessie, la prostate elle est là. Et puis en fait, avec les reconstructions que j'ai faites, ça va assez vite, hein, ça me prend 2-3 minutes. On voit très bien le chemin qui va m'amener. Donc ça, c'est l'artère iliaque interne. Après, il y a le tronc antérieur. Puis après, il y a l'artère prostatique. Donc je vais pouvoir, en fait, vous voyez ici, il y a un cathéter, un premier cathéter, un deuxième cathéter qui est un peu plus petit, puis un guide. Et en fait, je vais pouvoir tourner, zoomer, faire tout un tas de choses qui vont me permettre d'amener ce guide d'abord dans le tronc antérieur de l'artère hypogastrique, puis après de venir au plus près. Donc vous voyez, je vais venir ici. On va amener ce petit tuyau après le petit cathéter qui est là. Voilà. On va faire en sorte de s'arranger pour tourner et pour venir ici. Donc une fois de plus, je ne suis pas en train de regarder votre artère prostatique. Hein. Je regarde un écran sur lequel on a fait des images
de l'artère prostatique, et là, on est en train de travailler. Alors là, l'image, elle est en live, hein. Vous voyez que ça bouge, hein. On voit les gaz dans le rectum, ça bouge, puis évidemment, je regarde ce qui bouge, mais ça, par contre, c'est fixe. Voilà. Une fois que je suis arrivé ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déposer des petites billes de 300 microns, toutes petites. Ces billes de 300 microns vont faire quoi? Elles vont venir ici, au bout des artères, dans cette partie de la prostate qui est hypertrophiée, et en fait, ça va faire un infarctus de la prostate. Ça va ramollir la partie centrale de la prostate, et en se ramollissant, en fait, ça va permettre à l'urètre de ne plus être comprimé, et du coup, les urines vont passer. Voilà. La grosse différence avec la chirurgie, c'est que, messieurs, voilà, je vais vous mettre un petit pansement comme ça, puis le soir, vous rentrez à la maison. Bon, voilà, vous ne rentrez pas en Corse parce que je vous garde une nuit, mais si vous habitez au bagne, vous rentrez au bagne. Voilà. Donc, on ne passe pas par les voies naturelles, ça ne saigne pas. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça s'appelle l'embolisation. C'est donc boucher un vaisseau. Alors, boucher des vaisseaux, c'est bien, hein, parce que justement, ce matin, on m'a demandé, mais boucher des vaisseaux, ça paraît bizarre, pourquoi il faut boucher des vaisseaux? En fait, il faut boucher des vaisseaux dans plein de situations, on va en voir d'autres. Mais déboucher les vaisseaux, c'est bien aussi. Alors, deuxième situation où la radiologie interventionnelle a fait des grands progrès. Vous savez tout ce que c'est qu'un AVC. Malheureusement, c'est très fréquent. C'est la première cause de handicap en France. Hein. C'est vraiment quelque chose de très, très fréquent. Donc, qu'est-ce qui se passe classiquement? Il y a plein de symptômes, mais classiquement, c'est la paralysie, d'un côté, les troubles de l'élocution, des vertiges, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand une artère du cerveau se bouche? On appelle le 15, et le 15, normalement, il doit vous emmener dans une IRM. Parce qu'à l'IRM, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quel est le type d'AVC. Si c'est un AVC hémorragique, c'est-à-dire si c'est un vaisseau qui s'est rompu et que ça saigne dans le cerveau, on n'a pas grand-chose à faire à part attendre et de voir ce qui se passe. Ce n'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est un vaisseau qui s'est bouché. Si le vaisseau est bouché, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder comment c'est bouché et quelle est la possibilité de récupération si on va enlever ce caillot. Évidemment, ce caillot, il faut l'enlever dans les 6 heures. Il faut aller vite. Qu'est-ce qu'on fait? C'est assez simple. Hein. Donc, vous voyez, là, on a l'IRM. Donc, ça, c'est le cerveau. Donc, dans la partie ici, vous voyez cette partie blanche, c'est toute la partie qui est ischémiée, dans laquelle il n'y a plus de sang qui arrive. On va faire différentes séquences qui vont nous permettre justement de regarder un peu quelle va être la reperfusion possible du cerveau après. Donc, il y a des patients, on va dire non, ça ne sert à rien, on ne peut pas le faire. Mais pour la majorité des patients, on va dire oui, ça vaut le coup de le faire. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire pareil. Hein. On pique ici, mais au lieu de descendre dans la prostate, on monte le cathéter là. On arrive, donc vous voyez le crâne, hein, vous voyez le crâne, les yeux, le nez. Une fois qu'on a enlevé les os, vous voyez la carotide ici, ça c'est ce qui arrive dans la tête. Donc là, vous avez l'artère cérébrale antérieure, puis là, vous avez l'artère cérébrale moyenne. Enfin, elle y est, non, malheureusement, elle n'y est plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va monter dedans, on va ouvrir une sorte de petit grillage, et on va retirer ce grillage, on va ramener le caillot. Et une fois qu'on a ramené le caillot, voilà ce qui se passe. Vous voyez, là, l'artère est bouchée, puis là, l'artère est réouverte. Là, il y a plus de 50% des patients qui récupèrent totalement. Totalement. C'est-à-dire, on passe de la chaise roulante de l'hémiplégie à j'ai rien du tout. Voilà. Donc ça, c'est la thrombectomie, la désobstruction. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important en radiologie interventionnelle. Donc, boucher des vaisseaux pour des bonnes raisons ou les déboucher pour des bonnes raisons. Maintenant, on peut imaginer et voir plein de choses. Donc, une des choses qui va nous intéresser spécifiquement, c'est l'hémorragie de la délivrance. C'est vraiment quelque chose de catastrophique. Vous vous préparez au plus bel événement qui soit dans la vie, donner naissance à un enfant, et en fait, vous vous retrouvez avec un veuf, un ou plusieurs orphelins, les grands-parents, enfin, il faut 3 générations pour se remettre de quelque chose comme ça, alors que globalement, c'est quelque chose qui peut être traité assez facilement. Assez facilement, comment? Voilà ce qui se passe. Quand je vous dis qu'on rentre dans le vaisseau ici, au pli de laine, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ici, on plante une aiguille, tout simplement. Hein. On pique avec une aiguille, soit sous le contrôle des ultrasons, des échos, mais même entre les doigts. Là, on sent très bien l'artère fémorale. On met un tout petit guide, excusez-moi. Je vais y arriver. On met un tout... Non, je ne vais pas y arriver.
On met un tout petit guide métallique ici, on enlève l'aiguille. Sur le guide métallique, on va monter un petit cathéter en plastique. Ce petit cathéter, vous voyez, on va l'emmener où on veut. Et on va l'emmener ici, dans l'artère de l'utérus. Et comment on le dirige? Eh bien, on le dirige justement comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du cathéter, on met des petits fils, et ces petits fils, ils sont courbés, et du coup, on peut tourner. Et comme ça, on se promène de proche en proche. Alors évidemment, on a beaucoup de matériel, beaucoup de fils différents, de cathéters différents, et on va arriver à l'endroit où ça saigne. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais ça saigne vraiment trop? En fait, il y a un moment, il faut ouvrir le ventre, aller ligaturer les artères utérines, et puis si ça saigne encore trop, on fait une hystérectomie, hein. On enlève l'utérus. Mais enlever l'utérus à une patiente quand elle a fait une hémorragie très sévère, quand elle a consommé 30 poches de sang, en plus il y a des troubles de coagulation, donc c'est des chirurgies très lourdes, donc c'est vraiment un risque. Alors que là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que le cathéter il est là, qu'est-ce qu'on fait? On met de la colle, on met une sorte de petite colle ou de gélatine, ça bouche l'artère. Après, une fois qu'on a fait ça, on va dans l'autre, à droite, et ça ne saigne plus. Voilà, ça s'appelle l'embolisation, emboliser les artères. Donc voilà, vous voyez la seringue, vous voyez cette petite torpille, là, cette petite chose blanche, en fait c'est de la gélatine, hein, c'est de la gélatine alimentaire, comme ce qu'il y a dans les bonbons Haribo, ou la gélatine de porc. C'est ce qu'on utilise le plus souvent pour ce genre de choses. On a beaucoup d'autres agents d'embolisation qui sont beaucoup plus complexes, mais par exemple, pour ce type de choses, on fait ça. Ça devrait être systématique. Alors, à Marseille, dans tous les centres hospitaliers et tout ça, mais même ici, hein, à Bastia, à Ajaccio, normalement, il y a de l'embolisation. Quand, si vous voulez, vous avez des différentes séquences, quand une hémorragie de la délivrance apparaît, on va mettre des médicaments, on continue à mesurer les pertes. Une fois qu'on a mis des médicaments, si ça ne marche pas, on passe à d'autres médicaments. Puis une fois qu'on n'a pas fait d'autres médicaments, on doit passer à l'embolisation. Si jamais on est sur un site où il n'y a pas d'embolisation, on fait une chirurgie. Alors, vous voyez que l'accès aux soins et l'espérance de vie, c'est à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire quand vous êtes dans un pays bleu comme chez nous, l'espérance de vie, elle est bonne. Quand vous êtes dans les pays rouges, vous n'avez pas tiré le bon numéro sur l'espérance de vie. Et vous voyez la mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes. Chez nous, elle est d'environ 13, comme en Amérique du Nord. Quand on passe dans des pays comme le Maghreb ou l'Amérique du Sud, on est autour de 60. Quand on arrive en Afrique noire, on est autour de 500, 600. Alors, c'est la mortalité maternelle, hein. Donc la mortalité maternelle, elle n'est pas due que aux hémorragies de la délivrance, mais énormément due aux hémorragies de la délivrance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'ici, c'est notre salle à Marseille. Donc ça, c'est une salle qui est extrêmement innovante. On a été d'ailleurs les premiers, c'est une salle General Electric, on a été les premiers au monde à être installés par cette nouvelle salle, parce qu'on travaille beaucoup avec General Electric. Donc évidemment, ça coûte très cher, c'est très difficile à mettre en œuvre, à entretenir. Mais vous voyez ça, en fait, hein, c'est un arceau de bloc, hein, c'est la même chose que ça. Puis ça, c'est un écran sur pied, c'est la même chose que ça. Ça, par contre, ça vaut rien. Et il y en a dans tous les hôpitaux, hein. Il y en a dans tous les hôpitaux en Afrique, il y en a partout. Donc c'est un arceau de rayon X. Et évidemment, on ne peut pas faire des trucs incroyables, mais faire une embolisation des artères utérines, c'est simple, c'est un geste simple. Donc on peut le faire. Il n'y a pas vraiment, il y a des endroits qui ne sont pas équipés, mais globalement, on arrive toujours plus ou moins à trouver des équipements. Alors regardez, ici, ça c'est la salle au Sénégal. Franchement, la salle au Sénégal, vous regardez la salle, alors un peu moins moderne, mais enfin, globalement, c'est la même, hein. Pourtant, ils sont quand même à 200 de mortalité. Nous, on est à 13. Alors, il y a un problème, c'est que les patients n'arrivent pas à l'hôpital. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de SAMU pour vous emmener à l'hôpital, ça, c'est un problème. Mais après, il y a un autre problème. Vous voyez, ces médecins radiologues, ils savent faire, hein. Ils savent faire pourquoi? Parce qu'ils ont été entraînés chez nous, la plupart, hein. Ils ont fait leur clinica chez nous, puis après, ils repartent. Donc, ils ont une salle, ils ont des patients qui saignent, mais au final, c'est difficile de développer l'embolisation. Et pour de très bonnes raisons, mais c'est parce que la technologie, elle passe par une sélection naturelle qui n'est pas facile. Eh oui. Alors ça, vous voyez, ce n'est pas un schéma que j'ai fait moi, hein, c'est un vrai schéma. La sélection naturelle, vous voyez que cet oiseau, il mange des papillons noirs sur les bouleaux blancs, parce qu'en fait, ce n'est pas que les papillons noirs, ils sont plus forts que les papillons blancs, hein, c'est qu'ils sont plus adaptés à cette situation. Et au XIXe siècle, les mêmes arbres, une fois qu'il y a eu la révolution industrielle, ils ont noirci, comme les immeubles à Paris,
Et du coup, c'est les papillons blancs qui se sont fait manger. Pas parce qu'ils sont devenus moins forts, c'est juste parce qu'ils sont moins adaptés. Et en fait, la technologie, en général, comme la technologie médicale, elle subit cette sélection naturelle. Je vais vous faire un exemple avec le téléphone portable. Le téléphone portable de 1996 était téléphoné très bien. Il téléphonait pas mieux que l'iPhone 15. Mais il n'existe plus, ce téléphone. Si vous voulez juste téléphoner, ben, vous prenez le portable de 96, il marche très bien. Si vous voulez aller sur YouTube, ça ne marche pas. Donc c'est ça la question qui se pose, c'est que là, par exemple, si on veut faire une embolisation simplex, ben, on peut avoir des outils extrêmement simples. Mais ces outils simples n'existent plus, globalement. Parce qu'en fait, les industriels ne les font plus. Parce que ça ne sert à rien, parce qu'on a du... Et cette sélection naturelle de la technologie, ben, en fait, elle pose des problèmes. Des outils qui fonctionnaient bien à une époque, on a aujourd'hui des outils qui fonctionnent encore mieux, mais ceux-là fonctionnaient, ne sont plus disponibles. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment un vrai problème conceptuel de base. Et nous, hein, c'est un de nos efforts de se dire, qu'est-ce qui marchait même en 2000, hein, parce que là, on est en 2025, ça va tellement vite. Il y a du matériel qu'on avait en 2000, quand moi j'étais chef de clinique, qui marchait très bien, qui est indisponible. Et alors, on va dire, par exemple, quelque chose qui coûtait 50 € et qui coûterait aujourd'hui 50 €, bah, on n'a que du matériel à 300 € pour faire le même travail. Il est mieux, hein, il n'y a pas de sujet. Mais il y a des moments... Donc voilà des matériaux qu'on a pour emboliser. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré cette plaquette-là. Ça, c'est de la gélatine. Hein. Donc, ça, c'est vraiment basique, hein, puis ça ne coûte pas cher. Hein. Donc, on fait des petites torpilles avec, on les met dans les cathéters. Mais on a aussi ce genre de choses, des particules. Ça, c'est les particules que je vous ai montrées pour mettre dans la prostate. On a aussi des petites spires comme ça en métal, avec des petites fils dessus, qu'on va mettre, qui vont boucher. Ça marche très bien, ça s'appelle des coils. Puis, on a aussi des agents liquides. Alors, on a de la colle, hein, de la super glue, c'est la même que celle que vous avez à la maison, quasiment la même, à part qu'elle est stérile et que du coup, elle coûte 100 fois plus cher. On a des plastiques qui sont dans des solvants, enfin, on a plein de choses extrêmement complexes. Voilà. Mais ça, vous voyez, un flacon comme ça, chez nous, ça vaut 150 €, puis en Afrique, ça va coûter 800, 1200 €. Ce qui est hallucinant, parce que globalement, ils ont moins d'argent que nous, et en fait, ça coûte plus cher. Pourquoi ça coûte plus cher? C'est très simple. En fait, les compagnies ne distribuent pas en Afrique. Parce qu'il n'y a pas vraiment de marché, le marché n'est pas très intéressant, il n'y a pas un gros marché, c'est compliqué. Donc en fait, le produit, s'il part des États-Unis, par exemple, il va arriver en Europe. D'Europe, il va aller à Dubaï. De Dubaï, il va aller à Dakar. Et puis de Dakar, il va arriver à Yaoundé. Donc il y a 5 intermédiaires. Donc ça va coûter très cher. Donc non seulement ils ont moins de moyens, mais en plus, ça coûte plus cher. Donc on est vraiment dans un... Donc vous avez les radiologues qui sont à peu près formés. Donc il en manque des radiologues, hein, évidemment. Vous verrez, on travaille avec le Tchad. Au Tchad, il y a 10 radiologues pour 26 millions d'habitants. Donc, vous voyez, nous, juste dans mon service, on est 30 radiologues. Donc, ouais. Mais vous avez des radiologues qui sont formés, qui savent faire, et qui, en fait, ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de matériel. Donc, comment on peut les aider, nos confrères qui sont un petit peu dans la... L'idée, c'est vraiment de... Voilà, ce qu'on dit dans toutes les TEDx, tout ça... penser en dehors de la boîte, essayer de se dire comment on peut faire. Et bien, comment on peut faire? En 2018, j'étais en Égypte avec Jafar Golzarian. Jafar Golzarian, c'est un radiologue interventionnel américain. C'est un très grand ponte américain. C'est quelqu'un de très intéressant. Puis il est iranien. Il a vécu les 18 premières années de sa vie en Iran. Donc il connaît aussi beaucoup investi dans différents pays. Et au cours de nos discussions, c'était vraiment de dire, on ne pourrait pas faire un matériel pas cher, justement, pour emboliser, quoi. Comment on pourrait faire, trouver quelque chose de pas cher, qu'on puisse donner. Donc c'est cette idée-là de se dire comment on pourrait avoir quelque chose de bonne qualité et qui soit pas cher. Donc vous voyez ici à quoi ça ressemble, le pas cher. Mais même pas cher, c'est pas forcément disponible parce que ça reste un médicament, donc c'est pas distribué. Donc la première idée sur laquelle on a commencé à travailler au laboratoire, c'est de se dire qu'est-ce qui est disponible dans les hôpitaux, qui pourrait être utilisé. On commençait à penser à du coton. On s'est dit du coton, il y en a partout. C'est hydrophile, c'est stérile. Enfin, il y en a du stérile. Donc ça pourrait. Donc on a commencé à faire beaucoup d'expérimentations en faisant des torpilles avec du coton. Ça marchait très bien. Mais le problème, c'est que c'est des végétaux et que les végétaux, en fait, ça va entraîner beaucoup de réactions immunitaires chez l'homme. Et du coup, ça va donner de l'inflammation. Donc c'était pas idéal. Puis c'est pas facile à utiliser. Puis on disait qu'il faudrait peut-être utiliser des fils de coton. Puis en pensant aux fils de coton, on s'est dit non, on devrait utiliser des fils de suture. Parce qu'en fait, des fils de suture, il y en a dans tous les hôpitaux, stériles,
C'est pas cher, vous en avez partout. Voilà. Donc ça, là, on a commencé à se dire, ça pourrait être une bonne idée de travailler avec des fils de suture. Alors l'avantage du fil de suture, c'est que pratiquement, là, il y a au moins 80% des gens qui ont du fil de suture dans le corps. Vous ne pouvez pas me dire que c'est dangereux. Voilà. Les sutures vasculaires, le fil, il est mis dans l'artère, autour de l'artère. Donc ça, c'est Alexis Carrel. Moi, je viens de la faculté Alexis Carrel de Lyon. Donc c'est Alexis Carrel qui a inventé ces sutures vasculaires. Vous voyez ici une chirurgie de la valve aortique. Et vous voyez toutes les sutures qui sont mises en place, qui sont laissées à l'intérieur du corps. Donc l'idée de se dire qu'on va mettre des bouts de fil de suture dans les vaisseaux, pour le coup, ça choque personne, et c'est normal que ça choque personne. Alors on a fait plein d'études pour essayer de voir comment on pouvait remplacer. Vous voyez la similarité entre cette torpille qu'on a fait et puis un bout de fil de suture. Hein. Ça ressemble vraiment à la même chose, hein, à part que le fil de suture il est dans le tiroir. Et ben, c'est ce qu'on a fait en fait. Donc au laboratoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pendant 1 an et demi, on a fait beaucoup d'expérimentations pour démontrer qu'on pouvait injecter des bouts de fil de suture et que les bouts de fil de suture, en fait, quand ils arrivent dans l'artère, ben, ils s'agrègent entre eux, ça va faire un caillot et ça va obturer. L'avantage aussi, c'est qu'il y en a des résorbables et du non résorbable. Donc par exemple, pour l'embolisation utérine, c'est très bien de mettre du fil résorbable parce que on bouche les artères de l'utérus, mais au bout de quelques semaines, en fait, les artères vont se reperméabiliser, ce qui est parfait pour les grossesses ultérieures. Donc on a fait les premières publications en 2019, et comme on travaillait beaucoup avec le Sénégal, c'est au Sénégal, la première publication, ce n'est pas le premier patient, mais la première publication qui a été faite par nos amis sénégalais. Et voilà, donc c'est un exemple, donc c'est le professeur Diop qui a fait ça à Dakar. Donc voilà l'exemple, hein. C'est une femme jeune qui a fait un choc hémorragique sur un faux anévrisme au niveau du rein. Donc là, ici, c'est le rein. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce qu'il a fait aussi? J'étais pas moi. Il est rentré dans l'artère ici, il a mis son petit cathéter, il est venu dans le rein. Vous voyez l'artère du rein, ici le rein est là, ça sont les artères du rein. Il a amené son petit cathéter, son petit tuyau ici, parce qu'en fait la tache qui est là, c'est le sang qui coule hein, dans le rétropéritoine. Il n'avait pas d'agent d'embolisation sous la main. Il a pris des bouts de fil de suture, il les a coupés, il les a injectés, ça a bouché l'artère. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, avec juste son cathéter, il a bouché l'artère avec du fil de suture. C'est la première publication qui a été faite. Après, les publications qui ont été faites, il y en a eu pas mal d'autres. Vous voyez celle-là, qui vient d'Alger. C'est intéressant de voir que même en Algérie, ils ont, à l'hôpital, des défauts de matériel. Ça dépend, mais là, par exemple, là, c'est au CHU de Bab el Oued. Et Amin Abouchi a fait une série de patientes pour des hémorragies de la délivrance, où il a embolisé avec des bouts de fil de suture. Donc ça veut dire qu'on a démontré que oui, effectivement, on peut emboliser avec des fils de suture. Alors, ce que vous verrez dans la vidéo après, hein, c'est un plan B. L'objectif, ce n'est pas d'emboliser les gens avec des fils de suture. L'objectif, c'est de démontrer à ces gens-là, c'est-à-dire ces gens-là, c'est qui? C'est les directeurs des hôpitaux localement, les hommes politiques et tout ça, que oui, on peut faire de la radiologie interventionnelle dans ces pays. Parce qu'on nous dit, non, mais la radiologie interventionnelle, vous vous rendez compte mais non, je me rends compte, moi j'ai un arceau de scopie, j'ai une aiguille, un guide, un cathéter, des fils de suture, ça saigne, je le bouche, voilà, c'est réglé. Et on n'en parle plus, quoi. Donc c'est vraiment l'objectif du fil de suture, c'est pas de dire demain on va obliger tout le monde avec du fil de suture, c'est juste de dire, à un endroit où il n'y a rien, on peut le faire. Voilà. Donc voilà quelques exemples d'émissions qu'on a fait. Donc on a commencé à travailler au Sénégal, donc à la fois sur des simulateurs, et puis on a fait des embolisations. Alors on a fait beaucoup de premières, on a fait les premières embolisations de prostate, les premières embolisations d'utérus, que ce soit donc au Sénégal, en Côte d'Ivoire avec Pierre-Antoine Barral, au Cameroun, on est allé souvent au Cameroun, vous verrez ça dans la vidéo. Et donc chaque fois on arrive à des endroits où il y a des radiologues interventionnels et des manipulateurs extrêmement motivés qui ont appris à travailler et qui attendent que ça de travailler, mais ils n'ont pas le matériel. Donc en fait, c'est ça notre objectif, c'est juste d'arriver, et surtout pas de travailler à leur place, hein, mais de pousser pour faire avancer les choses. Alors vous voyez le docteur du civil avec le professeur Yapo, là, bon là c'est un vrai patient, hein. On est là pour travailler, c'est une première mission, mais en plus on explique bien comment faire. Et là, du coup, dans le ventre, ici, voilà, sous les côtes, pas de douleur. C'est dans le dos. Ça, vous allez voir tout ça aussi dans la vidéo de façon un peu plus claire. Okay. Donc ça, c'est intéressant parce que ça, c'est mon épouse, hein, dans un désert. Elle n'a pas fait d'hémorragie de la délivrance, j'ai 3 enfants. J'espérais qu'elle ne fasse pas d'hémorragie de la délivrance. Je vais le cathéter à la main, j'étais prêt.
Donc dans un désert de pays émergents. Et voilà un autre désert de pays émergents. Ouais, mais c'est très très intéressant parce que vous allez voir qu'on parle vraiment de la même chose. On parle de la même chose. Alors, quand je dis qu'on parle de la même chose, c'est que ça, vous savez ce que c'est l'ISS. Alors l'ISS, c'est vraiment très près de la Terre. Hein. Les gens qui sont dans l'ISS sont en très bonne santé, par définition. Ils sont en contact direct avec la Terre tout le temps. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de choses. Donc globalement, si Thomas Pesquet, qui est dans l'ISS, il a un vrai problème de santé, à votre avis, en combien de temps il est dans un hôpital de bonne qualité sur Terre? Il faut moins de 24 heures. Il faut moins de 24 heures. On prépare le Soyouz, il faut 6 heures, il y a un Soyouz qui est arrimé, qui est fait exprès pour les retours. Voilà, il faut à peu près 8 heures pour descendre, on le récupère, on l'amène dans un hôpital. C'est-à-dire que les gens qui sont sur l'ISS n'ont pas d'assurance spécifique sur la santé. Le risque médical dans l'ISS, compte tenu de leur état de santé et de la surveillance qu'ils ont, n'est pas plus élevé que vous, ici, ou moi, à Marseille. C'est le même, voilà, ils n'ont pas de problème de risque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est assez facile de gérer la santé dans l'ISS. Le problème, c'est qu'on va passer à quelque chose de complètement différent. Donc là, vous avez la Terre, vous avez l'ISS qui est à 400 km. On commence par la Lune. La Lune, 400 000 km. C'est pas loin, il faut 4 jours pour y aller. Non, mais c'est pas loin. La communication, 2,5 secondes. Donc vous communiquez. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, vous parlez avec le médecin qui est à Houston ou à Cologne, parce que c'est centre pour les A. Il se passe beaucoup de choses. Mais quand même, 4 jours. Donc il y a déjà un petit peu plus d'autonomie. On va parler de Mars. On ne sait pas bien quand est-ce qu'on va aller sur Mars. Les missions Artemis, on sait très bien. Hein. C'est à la fin de l'année qu'on va commencer à amener. Vous savez qu'on va, vous ne savez peut-être pas, nous allons abandonner la Station spatiale internationale. Elle va devenir commerciale. Et au niveau il va y avoir de la recherche au niveau de la Station internationale, mais commerciale. Et en fait, la nouvelle. Alors, on ne sait pas bien ce qui va se passer parce que vous savez qu'il y a un monsieur aux États-Unis qui pose quelques soucis pour le moment au niveau de tous ces choix. Donc, c'est un petit peu compliqué les relations entre l'ESA et la NASA. Mais globalement, toute la mission Artemis est prête. La nouvelle station orbitale Gateway va être mise en place autour de la Lune. L'objectif, c'est de pouvoir avoir des gens en orbite autour de la Lune sur du long terme pour pouvoir descendre sur la Lune régulièrement, sur lequel il va y avoir des modules d'habitation. Donc on commence à... Ça s'est déjà commencé, et puis dans 3 ans, ça sera terminé, ça sera installé. Sauf si jamais il y a des problèmes, mais globalement, c'est financé, tout est fait. Et alors, on parle de Mars. Alors Mars, en fonction des ellipses, on est entre 50 et 400 millions de kilomètres. Ah, ce n'est pas le même film. Hein. Donc c'est globalement, dans les meilleurs cas, c'est 9 mois de voyage aller, 9 mois sur place, 12 mois sur place, 9 mois pour le retour. C'est difficile de faire moins de 9 mois. Et puis il y a des choses dont on a du mal à comprendre, mais le temps, c'est entre 6 et 44 minutes pour discuter. Même on va dire 20 minutes. Alors vous avez un problème. Vous dites « Allô Houston, j'ai un problème ». 20 minutes plus tard, Houston vous répond en disant « C'est quoi ?» En 40 minutes, vous dites « J'ai mal au talon gauche ». Donc il n'y a pas de communication. Bien comprendre que les gens qui sont dans l'ISS, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont dans leur banette? Ils prennent leur iPad, ils regardent YouTube, ils font du FaceTime avec leur famille. À part qu'ils sont dans une boîte de conserve, ils mènent une vie normale. Les gens qui partent sur Mars, ils ne mènent pas du tout une vie normale. Ils sont coupés de tout. Ils n'ont aucune interaction avec la Terre. Ils sont vraiment en autonomie totale. Donc ça change beaucoup l'idée de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va traiter ces gens. Et on est obligé de se dire, en fait, c'est assez simple. Hein. On va avoir une réponse dichotomique au problème de santé. On prend un problème de santé, on regarde la probabilité qu'il arrive. S'il est improbable, on dit on ne s'en occupe pas. S'il arrive, voilà, c'est réglé. S'il est assez probable, on regarde si on peut le traiter. Est-ce qu'on peut le traiter ou on ne peut pas le traiter? Si c'est très compliqué de le traiter, pareil, on ne le traite pas. On considère que c'est un risque très probable, mais on va tout faire pour essayer de le traiter. Mais si c'est un risque assez probable et qu'on peut le traiter, là, pourquoi on met tout en œuvre pour le traiter? Parce qu'il est évident que vous imaginez bien qu'il va y avoir à peu près 5 ou 6 membres d'équipage. Il y aura un médecin à bord, un médecin qui saura faire un peu de tout, justement, un peu de réanimation, un peu de traumatologie, un peu de dentisterie, parce que tout va pouvoir se passer.
Mais globalement, ils vont avoir peu de matériel avec eux pour plein de raisons. Alors, on imagine tous qu'ils vont partir sur Mars avec ça. Hein. Bon, ça va plutôt être cette ambiance-là. Hein. Vous voyez, c'est d'ailleurs le facteur, on pourra en discuter après, hein, le plus gros problème de Mars, il y a bien sûr technologique, médical, tout ce que mais le plus gros problème, c'est psychologique. Hein. C'est-à-dire comment on va faire vivre des gens pendant 3 ans dans une boîte de conserve. C'est vraiment le plus gros problème. Alors, des problèmes, il en arrive plein, et puis voilà, on va y aller. Alors, le poids de ce qu'on emmène. Alors, aujourd'hui, pour monter 1 kilo dans l'ISS, ça coûte environ 10 000 €. Pour monter 1 kilo sur la mission Artemis à la Lune, on parle aujourd'hui de 40-50 000 € le kilo. Ça sera 10 fois plus pour Mars. C'est-à-dire que le kilo va être à peu près demi-million d'euros à monter. Donc, il est évident que voilà, vous ne dites pas, tiens, ça c'est sympa, l'ordinateur, je le prends. Voilà, le gramme, si on trouve du diamant sur Mars, on ne le ramènera pas. Ouais. Donc le poids, c'est un vrai problème. Donc quand vous parlez médecine, tout est lourd en médecine. Hein. Je veux dire, tout est compliqué. Si vous faites une chirurgie, voilà. Donc c'est vraiment le poids, ça va être le poids, le volume, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. L'eau. On sait très bien ce qui se passe aujourd'hui sur la mission, sur l'ISS. Sur l'ISS, ils vivent avec 3,2 litres d'eau par jour. Ils recyclent 95% de l'eau. Il y a 2 litres de boisson, 500 millilitres pour réhydrater la nourriture, 300-400 millilitres pour les toilettes, et puis un petit peu justement pour la chasse d'eau. Voilà. Ils recyclent 95% de leur eau. Ça veut dire qu'ils perdent un petit verre chaque jour. Mais bon, ils sont sur l'ISS. Hein. Sur l'ISS, il y a des cargos qui arrivent. C'est à côté, l'ISS. Hein. Donc, c'est pas grave. Sur Mars, ils ont prévu de passer à 99,5% de recyclage et de leur donner 4 litres. C'est-à-dire qu'ils perdront 2 petites cuillères par jour. Donc globalement, pour 3 ans, il faut qu'ils partent avec 35 litres d'eau par personne. 35 litres d'eau, nous, on consomme 130 litres d'eau par jour. Hein. C'est-à-dire qu'avec notre consommation journalière, ça ferait l'équipage de Mars, pour tout l'équipage, pour les 5 membres pendant 3 ans. Mais pourquoi c'est important? J'essaie de vous donner cette notion pour essayer de comprendre pourquoi on va faire de la radiologie interventionnelle et pas autre chose. L'air, évidemment, il faudra recycler l'air. Bon, il y a plein de choses qui travaillent. La nourriture, ils vont partir sur Mars, pas avec toute la nourriture. Ce n'est pas possible. On ne peut pas emmener la quantité de nourriture nécessaire pour 3 ans. Donc là, en fait, il y a beaucoup d'expérimentations pour le moment pour faire de la nourriture. Vous avez peut-être vu ça avec des quantités drastiques d'eau sur des paillasses. Enfin bon, c'est tout ce qui est... Donc, bon, bref. L'énergie, évidemment, il va en falloir. Du textile, vous imaginez, nous jetons 400 millions de tonnes de textile par an, hein, 400 millions de tonnes. Eux, ils vont partir, donc moi, quand je pars, en général, je fais 23 kilos pour 3 semaines, hein, je valide l'avion. Eux, ils vont partir avec 6 kilos de textile pour 3 ans. 6 kilos, avec les draps, tout le textile. Mais en fait, ils sont en train c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant, parce que, et c'est là où on va parler de la sobriété, c'est le meilleur moyen d'envisager la vraie sobriété. Donc là, il y a plein de pistes. Hein. Je ne peux pas tout développer, mais c'est passionnant si vous voulez vous intéresser à ça. Les t-shirts, en fait, ils vont être réimprimés avec la matière de base. Parce qu'évidemment, on ne peut pas les laver non plus. Hein. Vous n'emmenez pas la machine à laver. Donc en fait, les t-shirts, c'est des nouveaux composés que après vous allez remettre dans la machine, qui vont les réimprimer. En fait, vous aurez des t-shirts avec la même matière. Donc vous voyez que la médecine, ça vient... c'est plus important d'avoir de l'eau, de l'air, de la nourriture. C'est pas naturiste, donc il faut qu'ils s'habillent. Non mais, et j'ai enlevé encore plein d'autres choses. Hein. Donc quand on arrive à l'idée de la médecine, et ben en fait, voilà, donc il n'y a pas de chirurgie dans l'espace. C'est même pas envisageable d'avoir une table de chirurgie et tout ça. Ok. Alors, les gens qui travaillent là-dedans, souvent, la remarque, puis on me l'a fait à moi aussi, on me dit, mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Tu ne t'intéresses pas de t'occuper de la Terre, là, plutôt de... Bah si, je le fais parce que je m'occupe de l'Afrique, mais en fait, la Terre va devenir peut-être un milieu extrême, pas aussi extrême que Mars, mais elle risque de devenir une Terre très chaude, avec beaucoup de rationnement et tout ça. Et en fait, quand vous regardez bien, si vous regardez la plus belle photo des confins de l'univers, où vous avez... ces étoiles fantastiques et tout ça, ben en fait, nous sommes sur un vaisseau qui s'appelle la Terre, voilà, et on est en direction de je ne sais pas d'où, voilà, et en fait, on est exactement comme dans le vaisseau de Mars, quoi.
C'est la même chose. On est un équipage sur un vaisseau, on est trop nombreux, on est en train de tout saccager, et c'est un vrai modèle de sobriété. Aller sur Mars, c'est un modèle de sobriété qui développe beaucoup de technologies. Alors, je reviens sur ce qu'on voyait au début. Dans toutes ces choses-là, vous avez cette chose-là. Là. C'est quoi ça? Ça, c'est la néphrostomie. Alors, on revient sur la colique néphrétique. Pourquoi on travaille sur les missions martiennes? Parce qu'évidemment, si jamais il y a un problème médical grave qu'on ne peut pas traiter parce qu'il faudrait trop de matériel, bah, tant pis, il ne sera pas traité, c'est clair. Mais par contre, on sait que les astronautes, pour 2 raisons, ils vont faire plus de colique néphrétique que les autres. Parce que d'abord, ils se déminéralisent. Ils se déminéralisent parce qu'ils sont en apesanteur. Parce que jusqu'à Mars, alors normalement, ils ne seront pas en apesanteur. Hein. Ce sera vraiment, ils sont en train de travailler sur la rotation, sur une sorte de gravité justement pour éviter ça. Mais bon, globalement, sur la Station spatiale internationale, les astronautes se déminéralisent. Et en plus, ils sont déshydratés. Donc, ils font plus de calculs que les autres. Donc, si un astronaute fait un calcul, eh ben, c'est une petite catastrophe, parce que si jamais il ne peut pas éliminer son calcul de façon naturelle, il faudra dériver ses urines. Et dériver ses urines, alors si jamais aujourd'hui, ce qu'on fait souvent en urgence, c'est ce qu'on fait, on met un tuyau dans le rein, donc vous voyez, hein, on pique ici en fait, hein, je vais vous montrer, et puis on met un tuyau dans le rein, et puis le tuyau il arrive ici, et il vient dans les cavités, les urines s'écoulent par là, et c'est réglé. C'est réglé. Vous vous retrouvez avec une poche à urine, mais vous n'allez pas mourir de la septicémie. Pour faire ce geste, vous voyez ici, hein, pour faire ce geste, en fait c'est d'une simplicité, pas biblique, hein, mais presque, il nous faut des ultrasons. Donc vous avez des spécialistes des ultrasons dans la salle. Aujourd'hui, les ultrasons, ça demande très peu d'énergie. C'est vraiment des tout petits appareils. Pour faire des rayons X, il faut de l'énergie. Mais pour avoir des ultrasons, de l'échographie. Donc on a des échographes qui sont vraiment miniaturisés. Et le matériel pour faire cette ponction et tout ça, ça pèse moins de 300 grammes. Donc c'est vraiment, ça ne pèse rien. Donc qu'est-ce qu'on nous a demandé? On nous a demandé de voir comment on pouvait créer ça a été le premier challenge, créer une boîte à outils qui puisse permettre de traiter cette pathologie et d'autres pathologies éventuellement, mais on va focaliser là-dessus, comme ça c'est de la faire la plus efficiente possible. Donc finalement, c'était pas quelque chose on n'a pas développé quelque chose de nouveau, de très complexe. On l'a juste adapté à ce que je viens de vous dire. Le poids, le volume. Alors évidemment, il faut que ce soit inifugé et tout ça. Et puis il y a un autre problème, donc ça c'était les premières choses. Donc vous voyez, donc, ça c'est Laure Boyer du CNES. Son métier, c'est je suis responsable de la santé sur la Lune. C'est classe, moi j'adore. Donc c'est elle qui est responsable de la santé sur la Lune pour le CNES. Donc si j'ai un problème médical, voilà. Et puis donc voilà la boîte à outils qu'on a fait. Donc la boîte à outils qu'on a fait, bon ça paraît rien, hein, mais évidemment, il faut imaginer que tout doit être possible en microgravité, c'est-à-dire en apesanteur. Donc travailler en apesanteur, alors faire les gestes en apesanteur, on sait qu'aujourd'hui, parce qu'ils font beaucoup de gestes en apesanteur, on sait qu'on peut faire des gestes fins en apesanteur. Mais le matériel, vous repartez avec... alors évidemment, il faut que tout soit attaché, scratché, pensé pour que ça marche. Et puis après, il y a d'autres problèmes. Quand on draine les urines, quand on met l'aiguille dans le rein, mais qu'est-ce qui se passe? L'urine, elle coule sur la table. Puis je mets le guide, puis ça coule, et puis... Ah, c'est pas question. Parce que la goutte d'urine, elle part dans la cabine, et puis elle va aller se foutre dans le premier circuit électrique, ça grille. Donc il faut que du matériel qui au départ est simple, en fait il faut le rendre techniquement vraiment fiable pour qu'il n'y ait pas de fuite. Alors, pour qu'il n'y ait pas de fuite, il faut que tout le système soit un système clos. Et en fait, chaque fois, ça ouvre beaucoup de problématiques. Voilà. Et évidemment, il faut que ce soit du matériel qui puisse être réutilisable. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc on a travaillé avec, par exemple, la société d'Imatex. La société d'Imatex, c'est celle qui fait toutes les trousses des SAMU, de la Patrouille de France, qui fait les sacs d'Air France, enfin tout ça. On a travaillé avec d'autres personnes, voilà, pour arriver à trouver vraiment le bon. Alors voilà, c'est un partenariat entre le CNES et la SFR. Donc après, une fois, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'on a eu notre trousse, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on l'a mis à la mission Asclepios 3, c'est-à-dire que, évidemment, c'est pas moi, Vincent Vidal, je ne suis pas sélectionné, moi, pour aller sur Mars. Donc, c'est pas moi qui vais faire la néphrostomie. Donc, ça sera peut-être un médecin ou pas, parce que si c'est le médecin, ça sera peut-être un astronaute. Donc, il faut qu'il sache faire. Donc, on a entraîné des astronautes analogues.
Donc vous savez qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les astronautes analogues, des expériences analogues, sont des expériences qui représentent la Lune, Mars et tout ça. C'est dans des grottes, dans des déserts et tout ça. Et donc on a pris des astronautes analogues, on leur a appris à faire des drainages, on leur a fourni des vidéos, on leur a mis tout un kit, et on leur a, pendant qu'ils étaient dans leur mission, ils ont été filmés et tout ça. Est-ce qu'ils y sont arrivés? Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés? C'était ça l'idée. Et on s'est rendu compte qu'en entraînant les astronautes, on pouvait leur faire des gestes de ce niveau de complexité avec beaucoup de succès. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'en fait, ce risque médical précis, en fait, il peut être traité de façon précise avec un cahier des charges extrêmement précis aussi. Donc voilà, c'est le professeur Frandon de Nîmes avec qui on travaille, qui est en train d'entraîner les astronautes analogues. Après, évidemment, il faut tester ça en microgravité. Donc on a été sélectionné donc, pour monter dans cet avion, vous savez, cet avion 0G qui fait les paraboles, là, comme ça. Et donc vous avez des paraboles de 30 secondes où vous êtes en microgravité et qui permet de tester le matériel voilà, dans une vraie situation. Et à partir de là, j'espère que le matériel pourra être utilisé, pas en microgravité, mais sur des fantômes pendant les missions Artemis. On verra. Donc voilà, ça c'est notre équipe qui s'appelle IRIS, Interventional Radiology in Space. Alors vous voyez cette belle image, hein. Alors, en fait elle est générée par ChatGPT, on a demandé à ChatGPT de nous faire une image, donc effectivement il s'appelle bien tous IRIS, on voit la Terre, hein, mais bon, c'est pas tout à fait le même matos, mais on doit bien récupérer le orange de la trousse. Donc ça se passe. Donc là vous voyez par exemple, c'est intéressant, ça c'est un sérum, ouais. 1 litre de sérum c'est 1 kilo, 1 kilo c'est 1 million de dollars. Donc il n'y a pas de sérum. Et si jamais il y a besoin de sérum, on va s'arranger pour faire du sérum avec l'eau qui aura en surplus. Voilà, c'est tout comme ça. Tout comme ça. Donc regardez bien. Cette femme qui donc meurt d'une hémorragie utérine parce qu'il n'y a pas du matériel. Cet astronaute qui meurt d'une colique néphrétique parce qu'il n'y a pas le matériel. En fait, vous imaginez bien que cette trousse-là, de façon simplifiée, elle retourne là. Parce que l'objectif, c'est que là, pour le coup, faire une embolisation utérine dans un dispensaire dans le bush en Afrique, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il faut quand même des rayons X. Mais par contre, drainer une colique néphrétique dans le bush, ça, c'est aucun problème. Et s'il n'y a pas de radiologue, il n'y a pas de problème. Les astronautes, ils y arrivent. Donc n'importe quel infirmier, une fois qu'il est formé, pourra faire un drainage d'une colique néphrétique. Donc en fait, ce qu'on a pensé pour Mars, en fait, ça revient. C'est une boucle extrêmement vertueuse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'on parle de choses complètement différentes. Et en fait, je vous assure que maintenant que je m'y intéresse beaucoup à la conquête de Mars, ça peut être une utopie, mais je peux vous dire que ça va nous faire gagner beaucoup de choses sur notre vie, ici, sur la planète. Hein. Donc, par rapport à Ferrambault, donc on a un site web, vous pouvez aller voir. Et puis là, je vais vous montrer une petite vidéo de 10 minutes avec nous avons 2 parrains qui sont Claude Lelouch et Yannick Noah, qui expliquent un petit peu notre action au Cameroun. Vous allez voir, ça dure 10 minutes et je pense que ça répond à pas mal de questions. Alors, est-ce que ça va marcher ? Peut-être que le cinéma et la radiographie ont la possibilité de changer le monde. Hello les amis, nous sommes aujourd'hui devant le Cérimed de la faculté de médecine de Marseille pour vous faire découvrir Ferrambault qui permet de sauver des vies dans le monde, qui a été créé par un ami, le professeur Vincent Vidal, et que je vous invite à découvrir. Allez, je vous emmène. Je suis heureux de participer avec vous à cette formidable aventure qui sauve des vies. Vive Ferrambault. Pour Ferrambault, tout le monde fait yeah, yeah, yeah. Bon Vincent, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Donc toi tu es radiologue,
Donc ça veut dire que tu fais des photos, en fait, c'est ça? Non, je ne fais pas des photos, on fait des images et je suis un radiologue interventionnel. Ça veut dire que j'interviens directement dans ton corps. Avec un petit cathéter, un petit tuyau de 1 mm, je peux passer par l'artère ici fémorale, monter, aller dans tous les organes du corps, dans le cœur, dans le foie, dans l'utérus, pour amener avec mon petit cathéter une colle et boucher l'artère. Ça va servir pour les hémorragies, mais aussi pour le cancer. On va pouvoir aller boucher les tumeurs cancéreuses. Alors ça, pour moi, c'est déjà, en soi, c'est vraiment une révolution. Je pense que tout le monde devrait être au courant de ça. Mais alors, du coup, pourquoi faire en beau? Quel est le rapport? En fait, il y a plus de 100 000 femmes par an qui meurent chaque année, par exemple, d'hémorragie de la délivrance. 99% de ces femmes, elles meurent dans les pays émergents. Okay. Donc en fait, amener cette solution d'embolisation de radiologie interventionnelle dans les pays émergents, tout simplement, c'est sauver des vies sur les hémorragies de la délivrance ou les hémorragies dues aux accidents ou les cancers. Mais l'embolisation, pourquoi c'est pas pratiqué dans ces pays? Il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas assez de radiologues. Il n'y a que 10 radiologues au Cameroun pour 26 millions d'habitants, 10 radiologues interventionnels, alors qu'on est plus de 2000 en France. Donc il faut que ces radiologues, on puisse aller chez eux, les former, leur montrer les techniques, mais il faut aussi qu'ils viennent chez nous, dans nos pays, justement pour apprendre pendant 6 mois ou 1 an. Voilà. Alors ça j'ai compris, la formation, mais du coup la deuxième raison c'est quoi? La deuxième raison, c'est que le produit qu'on va déposer dans l'artère pour boucher cette artère, cette colle, il n'est pas disponible dans ces pays. Il n'est pas disponible parce qu'il n'est pas distribué par les compagnies. Okay. Parce qu'en fait, le marché n'est pas mature. Donc, ils ne peuvent pas faire d'embolisation. Ok, mais du coup, pardon, mais du coup, ça sert à quoi de les former si le produit n'est pas dispo? Justement, c'est là où, en fait, on s'est dit comment on pouvait fournir à ces pays un produit d'embolisation. Et en fait, en réfléchissant, on s'est dit qu'on allait remplacer la colle par des bouts de fils de suture. Du fil de suture, il y en a partout, c'est stérile. Et en fait, en coupant les fils de suture et en les mettant dans le cathéter, on arrive à obturer les artères. Donc du coup, on peut faire des embolisations. Et ça marche très bien. Habile. Nous avons développé au laboratoire des études précliniques qui ont visé à montrer que l'embolisation par fragment de fil de suture pouvait marcher. On peut remplacer les emboles, c'est-à-dire qui coûtent cher en euros, en utilisant les moyens de bord. Les moyens de bord, ce sont des fils de suture. C'est toujours faire le plus simple possible. Et on voit que finalement, on peut trouver des choses excessivement simples, pas chères, et tout aussi efficaces, donc accessibles pour tous. Ok, donc j'ai compris l'embolisation, pays émergents et tout, ok, mais c'est quoi votre objectif, concrètement? Concrètement, ce qu'on a fait au laboratoire, on a partagé le résultat de ces recherches avec nos confrères, les radiologues interventionnels au Sénégal. Et c'est eux qui ont fait les premiers patients, qui ont sauvé des vies. Et ils ont déjà développé beaucoup de radiologie interventionnelle en Afrique de l'Ouest. Donc là, on est en train d'essayer d'aider l'Afrique centrale, et notamment le Cameroun. Donc on part dans 1 mois, tu veux venir avec nous? Je te montre comme ça. Ouais, je suis chaud. Moi. Ok, cool, on y va. Allez, go. Bon ben voilà, ça y est, l'aventure camerounaise commence, on est enfin sur place, donc on va rencontrer pas mal de gens cette semaine, notamment à l'hôpital de Yaoundé, où on va voir un peu comment on travaille avec les médecins. Donc on est parti. L'objectif est de limiter les évacuations sanitaires et de prendre en charge nous-mêmes nos populations et les populations de la sous-région, parce que le Cameroun, c'est le pilier de l'Afrique centrale. L'embolisation, c'est vraiment un sujet qui est important, d'autant plus que votre association propose quelque chose de formidable. Voilà, traiter les hémorragies de cette manière, quand on connaît le coût ici, le coût des soins, je trouve formidable de pouvoir comme ça, avec aussi simplement faire une telle différence. Voilà, et puis ça va vraiment résonner et toucher beaucoup de gens. On a permis de sauver des vies et notamment les patientes, on a trouvé beaucoup de patientes qui avaient ce désir-là de pouvoir procréer, mais malheureusement avaient des problèmes de myome. Ce matin, je me sens vraiment mieux. Je conseillerais vraiment pour celles qui souffrent des problèmes de myome et qui ont des désirs de maternité, de faire recours à cette méthode parce que après ça, elles peuvent espérer mettre au monde un enfant. Il y a une joie incommensurable parce que quand vous êtes certain que
si vous ne faisiez rien, cette personne perdait la vie, et que vous avez fait quelque chose et vous l'avez gardé en vie, quel que soit ce que la personne vous dit après, vous vous sentez fier parce que chaque vie compte. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. N'a pas de prix. Je pense que c'est le préalable à toutes nos aventures. La santé, voilà. Et comme vous la prolongez d'une façon spectaculaire, et puis assez facilement, je veux dire que ce que vous proposez, c'est pas réservé aux riches. Voilà. Alors ça me plaît. Je regarde l'avenir de la radiologie interventionnelle avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce qu'aujourd'hui, on a une conjonction d'événements et de soutien qui nous fait croire que demain sera meilleur que hier. Il y a le soutien des partenaires internationaux avec Ferrambault. Il y a un engouement institutionnel véritable. Il y a un engouement des jeunes radiologues. Et nous sommes disposés à nous mettre à disposition du projet pour que le projet aboutisse. La radiologie interventionnelle est un salon pour permettre au grand nombre d'accéder à des soins qui sont simples et peu douloureux. Nous avons un rêve, le radiologue camerounais, de faire vraiment venir la radiologie interventionnelle au Cameroun. Mon ambition, c'est d'approfondir la formation et travailler en collaboration avec mes aînés qui sont déjà formés pour la promotion de la radiologie interventionnelle au Cameroun. Après l'intervention, ce matin, ça va. Il n'y a pas de souci, je ne ressens plus les douleurs. Donc, ça va. Et nous, on n'a pas ouvert le corps. On n'a pas ouvert le corps. Je remercie l'équipe vraiment, je vous remercie beaucoup cette intervention. Et je remercie que ça aide de l'avant pour aider certains Camerounais aussi qui sont dans ce genre de situation. Bon, le Cameroun, c'était une belle aventure. Et je vois bien, du coup, en effet, la nécessité de développer ça partout. Mais alors, du coup, toi, concrètement, de quoi tu as besoin pour la Fondation? Il te manque quoi? Tu as bien compris que le fil de suture, c'est super, mais c'est un plan B, quoi. Ouais. Et le plan A, c'est vraiment de développer la radiologie interventionnelle partout. Donc, il faut qu'on puisse aller là-bas, que nos confrères africains puissent venir. Ouais. Il nous faut de l'argent, quoi, des moyens Okay. pour qu'on puisse faire tout ça, quoi. Ouais, de l'argent, ok. De l'argent. Ouais, ok. Tu sais que j'ai réalisé un truc, toi, en tant que radiologue. Tu fais pas des photos, en fait. Tu fais du cinéma. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Peut-être que le cinéma et la radiographie ont la possibilité de changer le monde. L'ambiance, elle est magnifique. En fait, ça te nourrit. Hein. Aider les autres, ça te nourrit bien plus que s'aider soi-même. Pour moi, c'était une ambiance très, très positive. Ouais, si on peut sauver des vies, c'est magnifique. C'est une gratification de pouvoir redonner aux autres ce qu'on a reçu. Ça, c'est une opportunité qui est très enrichissante intérieurement et humanitairement parlant, c'est formidable. Tout le monde y a mis du cœur et c'est peut-être ça le plus beau, quoi. Voilà. Et on est petit dans ce monde-là et on a toujours l'impression qu'on ne peut pas changer les choses. Et j'ai quand même l'impression que quand tu amènes des petits grains de sable comme ça, tu peux à un moment donné faire quelque chose de gros. On s'amuse en travaillant. Voilà. C'est vraiment un groupe qui fonctionne ensemble et c'est en top. Mais non, mais enfin, vous bossez, mais vous vous éclatez, quoi. Et ouais. On s'éclate. Voilà, à bientôt. Salut. C'est en top. Mais non, mais enfin, vous bossez, mais vous vous éclatez, quoi. Et ouais. On s'éclate. Voilà, à bientôt. Salut. Et donc, on part au Togo dans 1 mois et demi. Voilà. On n'est jamais allé au Togo encore. On est allé beaucoup en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. On a des bonnes relations avec donc le Togo. Donc, on attaque au mois de juin. On va au Bénin au mois de décembre. Et puis au Tchad, on ne peut pas y aller, mais on a formé 2 Tchadiens. On ne peut pas y aller parce que c'est trop dangereux. Et puis, on est beaucoup avec le Congo-Kinshasa. On devait y aller au mois de janvier. Mais 1 mois avant, l'université nous a interdit d'y aller parce que, pareil, pour des raisons de sécurité. Donc, en fait, on s'arrange. On a, par exemple, pour nos amis congolais, on a trouvé un médecin qu'on avait formé qui est à Nouakchott, en Mauritanie. On l'envoie lui. C'était un peu l'idée aussi, c'est de former des formateurs pour que... C'est quand même ce qu'il y a de plus simple, parce que pour nous, c'est toujours plus complexe. Voilà. Donc, si vous avez des questions, écoutez, je serais ravi de les prendre.